Cette vidéo a été réalisée pour vous aiguiller dans le traitement des données en utilisant le logiciel R. À cette fin, nous allons considérer des données enregistrées dans des unités arbitraires. Ces données pourraient tout aussi bien être issues d'une expérience en sciences, biologie, chimie, physique, géologie, qu'en psychologie, en sociologie ou encore en économie ou marketing. Elles ne sont le prétexte d'aucune exclusion et doivent être vues comme exemples typiques de données provenant d'échantillons indépendants. Nous considérerons que ces données ont été obtenues dans deux situations d'acquisition ayant conduit à deux échantillons indépendants de valeur, la condition A et la condition B, qui peuvent par exemple être associés au suivi ou non d'un certain traitement, à l'application ou non d'un certain facteur F, ou bien encore au statut informé ou non informé des individus. Nul besoin de vous dire qu'établir la liste de toutes les situations envisageables serait vain car impossible. Je vous invite donc à considérer pour la suite toute situation pouvant conduire à deux conditions expérimentales dont les données sont à comparer. Bien, faisons un choix. Je vous propose de prendre l'exemple général de l'application ou non d'un certain facteur F. J'ai laissé dans la description de la vidéo les valeurs du jeu de données qui a été utilisé dans cette vidéo. Il vous sera ainsi possible de les recopier dans un fichier texte que vous sauvegarderez en fichier de terminaison CSV. Dans cette vidéo, nous procéderons en trois étapes. La première consistera à récupérer les données contenues dans un fichier texte, suivra une étape de statistique descriptive qui nous permettra, entre autres, d'élaborer la meilleure stratégie pour faire le test statistique permettant d'analyser les données, constituant la dernière étape de notre travail. Lors de cette présentation, nous vous suggérerons d'autres vidéos que vous pourrez consulter si vous vous sentez un peu perdu avec le logiciel R ou les tests d'hypothèse. Alors qu'il me soit d'abord permis de faire quelques remarques à propos de ce travail d'analyse. Je voudrais souligner qu'utiliser un logiciel ne se résume pas à pratiquer le clic-souris. Cela réclame de l'organisation et de la rigueur. Nous allons donc ainsi voir que nous allons construire un espace de travail. En second lieu, j'aimerais rappeler que l'utilisation de R n'est pas une fin en soi. Il existe d'autres logiciels de stats dont on pourrait difficilement dresser une liste exhaustive. On peut citer SPSS, XLStat ou encore Statistica. Ainsi, R est utilisé ici à des fins bien particulières, c'est-à-dire pour réaliser des traitements et des calculs statistiques et non pour programmer. En effet, il existe des logiciels bien plus performants que R pour la programmation, par exemple C, C++, Java ou encore Python et bien d'autres encore. Enfin, nous allons utiliser R dans un contexte bien défini et de la façon la plus performante qui soit. Nous serons donc amenés à manipuler des fichiers de données et autres bases de données, généralement au format texte ASCII, un format portable et universel. Cependant, rassurez-vous, il n'est nullement question de faire de vous des statisticiens. Nous utiliserons les stats comme un outil. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on fait un travail d'analyse de données, il faut organiser son espace disque et préparer des répertoires qui vont permettre de séparer les informations qui constitueront les entrées et les sorties du traitement. À cette fin, je vous propose de créer 6 répertoires. Le répertoire de travail, ou répertoire racine, que l'on va logiquement nommer analyse, et dans ce répertoire de travail, 5 sous-répertoires. Un répertoire data, qui va contenir les données, un répertoire doc pour les fichiers texte et les divers documents que vous allez rédiger au format Word et PDF, par exemple pour un compte-rendu, un répertoire images qui va contenir les images et autres graphiques que nous allons générer, un répertoire résultats qui va contenir les résultats marquants de votre analyse statistique, et un répertoire script qui, nous allons le voir, va contenir les scripts de commande R. Vous préparez ainsi un dispatching de vos informations dans un système de répertoire. Dans cette configuration, nous avons mis le fichier comportant les données, qui s'appelle data.csv, dans le répertoire data. C'est donc à partir de ce répertoire que seront traitées les données. Notez bien que le système de répertoire devra être disposé tel quel sur votre clé USB, afin que nous puissions tous partir de la même configuration de départ. Jetons un œil dans le contenu du fichier de données.
En double-cliquant dessus, nous ouvrons Excel par défaut, mais nous pouvons également l'ouvrir avec un clic droit souris, puis l'option Ouvrir avec et choisir Bloc-notes. Nous pouvons voir que ce fichier est composé de deux champs qui sont mesure sans F, correspondant au signal mesuré dans les conditions où le facteur F n'est pas appliqué, et mesure avec F, correspondant au signal mesuré dans les conditions où le facteur F est appliqué, avec deux colonnes distinctes correspondant à chacune des conditions, en absence ou en présence du facteur F. C'est donc ce fichier que nous allons importer avec le logiciel R afin de procéder au traitement des données qu'il contient. Comme vous pouvez le supposer, l'analyse des données, partie importante de la science des données, également connue sous le nom de Data Sciences, ne laisse pas de place au désordre. Il faut faire preuve d'un minimum d'organisation. Rien n'est laissé au hasard lorsque l'on sait qu'un simple détail peut perturber le bon déroulement de l'analyse des données. L'organisation des données est donc à prendre au sérieux si l'on veut être efficace et faire parler ces données. Il est donc normal qu'un étudiant en sciences prenne l'habitude d'organiser son travail. Continuons en réalisant une petite manipulation qui va consister à paramétrer l'icône de lancement du logiciel R afin qu'il aille, par défaut, chercher les fichiers utilisés dans un répertoire que nous allons spécifier et que nous allons considérer comme le répertoire de travail. En pointant sur l'icône du logiciel et en sollicitant le clic droit de la souris, une fenêtre de réglage s'ouvre. Nous allons y spécifier le répertoire où sont supposés se trouver, par défaut, les fichiers qui seront utilisés dans les menus de l'interface du logiciel R et dans les scripts de commande. À cette fin, nous allons copier l'adresse de notre répertoire de travail depuis la barre d'adresse Windows, puis nous allons la coller dans l'espace Démarrer dans de l'onglet Raccourcis et enfin cliquer sur OK. Après avoir effectué cette petite manip, la fenêtre de réglage de l'icône de l'exécutable du logiciel R se referme. Les paramètres entrés sont enregistrés. Nous pouvons désormais lancer le logiciel avec, par défaut, l'environnement de travail spécifié. En double-cliquant sur l'icône du programme, nous arrivons à une interface qui présente ce que l'on appelle une invite qui prend la forme du signe supérieur A. Ceci indique que le logiciel attend qu'on lui soumette une commande. Si vous vous sentez perdu en utilisant le logiciel R, je vous conseille de regarder la vidéo « Prise en main du logiciel R » disponible sur la plateforme eCampus. La première commande que nous allons écrire va tout naturellement consister à récupérer les données contenues dans le fichier de données dont nous disposons, qui, précisons-le, est un fichier de type CSV, c'est-à-dire un fichier texte avec un séparateur de champs qui est le caractère point-virgule. Nous allons pour cela utiliser l'instruction read.table, typiquement destinée à récupérer l'information contenue dans un fichier texte avec séparateur de champs. Table faisant référence à une structure de type tableur. Allons dans la fenêtre de commande, écrivons read.table, puis ouvrons la parenthèse. Nous allons tout d'abord spécifier quel fichier nous allons ouvrir avec son adresse complète. Ici, une adresse relative partant du répertoire courant, symbolisé par un point, suivi d'un slash et renseignant du répertoire de stockage, dans notre cas data, suivi d'un slash et du nom du fichier à analyser, data.csv, ce qui donne ./data/data.csv. Il faut ensuite indiquer le type de séparateur utilisé dans le fichier, ce qui se fait avec le paramètre sep égale point-virgule. Mettez bien le point-virgule entre guillemets pour signifier qu'il s'agit bien d'un caractère et non d'une donnée de type numérique. Vient ensuite l'indication du séparateur de décimale. Il s'agit ici de la virgule. Cette virgule sera transformée en point décimal dans R, notation anglo-saxonne oblige. Il faudra vous y habituer. Enfin, avec l'option hash égale through, nous spécifions que nous récupérons l'entête du fichier, header en anglais, contracté en head et abrégé en hash, c'est-à-dire la première ligne du fichier qui contient le nom des colonnes. Il ne nous reste plus qu'à fermer la parenthèse et à lancer l'exécution de la commande en frappant la touche Entrée. Le logiciel affiche alors le contenu du fichier récupéré. Le fichier contient 2 colonnes et 21 lignes. L'indication NA signifie qu'il manque une donnée, précisément en dernière ligne de la deuxième colonne. Les deux séries n'ont pas le même nombre de mesures. Ceci ne gêne en rien le traitement des données. Pour pouvoir la traiter et l'analyser, il nous faut en fait mettre l'information récupérée du fichier dans une variable manipulable par le logiciel. Appelons cette variable dataset.
Il s'agit d'une variable interne dont le logiciel va pouvoir se servir. Elle a la structure d'une matrice qui va contenir l'ensemble des données présentes dans le fichier. Nous avons vu que le fichier contenait 2 colonnes potentielles délimitées par un point-virgule. Nous avons donc 2 champs potentiels pour chaque ligne d'information, c'est-à-dire pour chaque enregistrement de notre jeu de données. Relançons donc l'instruction en utilisant la variable dataset. Écrivons dataset égale readPointTable, parenthèse ouvrante, file égale ./data/data.csv, virgule, sep égale point virgule, virgule, des égale virgule, virgule, h égale true, puis fermons la parenthèse. Le signe égal utilisé dans cette commande est en fait l'instruction d'affectation, qui signifie que l'évaluation de ce qui est contenu à droite de l'instruction est affectée dans la variable figurant à gauche du signe d'affectation. À la place du signe égal, vous pouvez également utiliser les 2 signes inférieur et moins mis l'un derrière l'autre, symbolisant une flèche de destination, pour effectuer cette affectation, ce qui donnerait l'instruction qui s'affiche à l'écran. Lorsque nous sollicitons l'affichage du contenu de cette variable en tapant simplement son nom suivi de la touche Entrée, nous voyons que nous avons bien récupéré dans cette variable de type matrice l'ensemble des données contenues dans le fichier de données. Dès lors, nous allons pouvoir récupérer les en-têtes de colonne comme nom de variable manipulable séparément. Ici, mesure sans f correspondant au signal mesuré dans les conditions où le facteur f n'est pas appliqué, et mesure avec f correspondant au signal mesuré dans les conditions où le facteur f est appliqué. Il suffit pour cela d'utiliser l'option attache suivie du nom de la variable interne, ici dataset, mis entre parenthèses. Dès lors, pour récupérer le nom des variables associées à la variable interne dataset, il suffit d'utiliser l'instruction names qui va nous permettre d'afficher le nom des variables que nous avons récupérées avec l'instruction attache. Chacune des variables est dès lors manipulable séparément. Après cette instruction, nous sommes enfin prêts à faire des statistiques sur nos données. Nous allons commencer par des statistiques descriptives, puis nous allons ensuite réaliser l'analyse statistique inférentielle, consistant ici en un test permettant d'évaluer s'il y a une différence significative entre les mesures ou les observations acquises dans les conditions où le facteur f n'est pas appliqué, et les mesures ou les observations acquises dans les conditions où le facteur f est appliqué. Nous allons commencer par demander un résumé des paramètres qui caractérisent les 2 distributions acquises dans les conditions où le facteur f n'est pas appliqué et dans les conditions où le facteur f est appliqué. Nous le faisons grâce à l'instruction summary suivie du nom de la variable interne qui peut être dataset, mesure avec f ou mesure sans f. Ainsi, nous pouvons lancer l'instruction summary appliquée à la première variable comme à la deuxième variable. Ces 2 dernières instructions permettent d'obtenir un petit résumé de statistiques descriptives pour les 2 informations, avec et sans traitement. Nous pouvons également afficher ces statistiques pour l'ensemble des données en lançant une seule commande, summary dataset. Et voilà les statistiques que nous avons obtenues, prêtes à être interprétables et comparables avec d'autres données. Vous avez ici, pour les 2 distributions, le minimum, la moyenne, le premier quartile, la médiane qui est aussi le 2e quartile, le 3e quartile et le maximum. Ce sont là des paramètres qui nous permettent de résumer la distribution d'une variable quantitative continue. Ces paramètres sont visualisables dans un graphe que l'on appelle boîte à moustaches, boîte de distribution ou encore boîte de Tukey et que nous devons au célèbre statisticien Tukey. La boîte à moustaches, appelée boxplot en anglais, constitue un graphe synthétique très pratique à utiliser. On l'obtient avec l'instruction boxplot suivie du nom de la variable sur laquelle elle doit s'appliquer. Bien, encore une chose à savoir. Par défaut, chaque dessin occupe la totalité de la fenêtre graphique. Ainsi, pour afficher 2 graphes, il nous faudra diviser la fenêtre graphique en 2 parties. Si l'on imagine la fenêtre graphique divisée en lignes et en colonnes, cela conduit à 2 graphes sur une même ligne ou bien 2 graphes sur une même colonne. À cette fin, nous allons utiliser la commande parameter mfrow égale c de 1,2. Nous n'allons pas entrer dans les détails, notez simplement que 1,2 signifie qu'on est sur une ligne, 1, et 2 colonnes, d'où le 2 indiqué dans la commande. Nous pouvons ainsi diviser la fenêtre graphique en autant de parties que nous le souhaitons pour afficher autant de graphes que nous le souhaitons sur une même fenêtre.
Il faudra simplement faire attention car à un certain moment, les dessins seront peut-être un peu trop petits pour être analysables si on essaye de les grouper sur une seule fenêtre. Vous pourrez obtenir plus d'informations en consultant l'aide sur cette option. On peut remarquer que MF se rapporte à main frame et row signifie rangée. Ainsi, row égale C de n,p signifie que vous divisez la fenêtre sur n lignes et p colonnes. Nous n'allons pas plus épiloguer sur la division des fenêtres graphiques. Vous aurez l'occasion d'utiliser cette option à chaque fois que vous aurez un dessin composé de plusieurs graphes à réaliser. Nous voyons là le résultat de l'application de la commande sur les deux distributions. L'avantage de la boîte à moustaches est qu'elle permet des comparaisons aisées, quelle que soit la forme de la distribution. Ce graphique s'attache en effet à décrire les données en seulement 4 parties d'égale fréquence. Pour ceux qui l'auraient oublié, rappelons que 25% des données sont comprises entre le minimum et le premier quartile, 25% des données entre le premier quartile et la médiane, 25% des données entre la médiane et le troisième quartile, et enfin 25% des données entre le troisième quartile et le maximum. Nous voyons ainsi sans difficulté que la distribution des valeurs n'est pas la même pour les deux séries. Ainsi, les mesures ou les observations obtenues dans les conditions où le facteur f est appliqué sont de plus haute médiane que les mesures ou les observations acquises dans les conditions où le facteur f n'est pas appliqué. Lorsque nous souhaitons obtenir des précisions sur une instruction que nous connaissons mal ou que nous employons pour la première fois, nous pouvons solliciter de l'aide sur cette instruction en employant le mot réservé help suivi du nom de l'instruction mis entre parenthèses. Par exemple, si nous souhaitons avoir des détails sur le mode d'emploi de la fonction boxplot, nous saisirons help boxplot dans la fenêtre de commande et nous verrons alors s'afficher les détails de l'utilisation de cette fonction dans R. Alors si nous faisons le bilan de cette première étape du traitement des données, nous avons lancé 9 instructions. Elles nous ont permis de récupérer les données de notre fichier, d'en faire une sommaire analyse descriptive et de réaliser un premier graphe facilitant les comparaisons, à savoir la boîte de Tuckey. Nous allons maintenant focaliser notre attention sur la suite du traitement, c'est-à-dire pousser plus à fond la partie statistique descriptive afin de pouvoir utiliser le test de comparaison des deux distributions le plus adapté. Bien, désormais nous ne pouvons plus nous permettre d'exécuter les commandes écrites à la main les unes après les autres. Nous allons utiliser un fichier appelé script de commande qui va nous servir à décrire le scénario de l'ensemble du traitement que nous allons réaliser et qui va être le résultat de la succession des différentes commandes que nous allons soumettre. Alors en pratique c'est assez simple, il suffit d'aller dans le menu Fichier, puis vous choisissez ensuite Nouveau script. L'éditeur de script va alors ouvrir un fichier texte vierge et c'est dans ce fichier que vous allez désormais écrire les commandes qui constitueront le scénario de votre traitement, étape par étape. Vous allez tout d'abord recopier depuis votre fenêtre de commande les instructions que vous avez déjà lancées. À cette fin, n'oubliez pas de solliciter sur votre clavier la flèche du haut ou la flèche du bas pour faire réapparaître les instructions que vous avez déjà lancées dans la fenêtre de commande. Il ne vous restera plus qu'à les coller dans votre fichier script. Le fichier que vous allez constituer va finalement ressembler à celui qui est affiché à l'écran. Vous pouvez constater que des caractères dièses ont été placés à différents endroits dans ce script. Les lignes débutant par le caractère dièse ne sont pas prises en considération dans le traitement. Elles constituent ce que l'on appelle des commentaires. Ceci permet d'insérer des cartouches, des titres ou explications à notre scénario pour mieux s'y retrouver, renseigner ce que l'on y fait et tenter d'expliquer chaque groupe de commandes dédié à une partie précise du traitement. Vous voyez ainsi que j'ai mis en titre « Analyse des données, TP licence master ». J'ai également indiqué le lieu et la date pour respecter ce que l'on appelle les règles de documentation, un peu comme ce que l'on fait dans un cahier de manip. Puis, j'ai introduit chaque groupe de commandes par une petite ligne de commentaire ou un sous-titre comme par exemple la commande que nous n'avions pas encore vue qui est rm list égale ls all égale true et qui permet d'effacer le contenu des variables utilisées lors d'une exécution précédente du script pour repartir d'un état initial remis à 0. Viennent ensuite les 3 commandes que vous reconnaissez qui nous permettent de récupérer les données du fichier. Alors, si nous poursuivons notre traitement, nous allons écrire une deuxième partie,
destinée aux statistiques descriptives. Dans cette deuxième partie, nous allons notamment demander l'affichage des boîtes à moustaches que j'ai présentées dans la vidéo précédente. Vous remarquerez que le paramètre ylim est égal à c de 0,5,3 est utilisé dans les deux graphes, tout simplement pour les mettre à la même échelle d'un minimum à 0,5 et d'un maximum à 3, ce qui permet de les comparer en utilisant la même échelle. Par ailleurs, main égale suivi d'une chaîne de caractères permet d'ajouter un titre au graphique. Bien entendu, il vous faudra sauvegarder ce fichier. Vous le ferez à l'aide du menu Fichier, Enregistrer les modifications ou Enregistrer sous, et vous donnerez un nom explicite à votre fichier que vous sauvegarderez dans le répertoire que vous avez préparé à cet effet, que l'on a appelé script. Vous comprenez maintenant pourquoi nous avons préparé un répertoire nommé script. Je vous conseille d'appeler votre fichier script analyse.txt. La terminaison txt va nous permettre de le consulter en dehors de R. Il existe deux façons d'exécuter les instructions contenues dans un script. Vous pouvez lancer l'exécution commande par commande en cliquant sur la ligne de la commande, puis en sollicitant à l'aide du bouton de souris de droite le choix « Exécuter la ligne » ou la sélection. Ceci peut être pratique quand on cherche à rajouter une commande et à mettre au point le scénario. La deuxième façon de lancer l'exécution du script est d'aller dans le menu Édition et d'y sélectionner l'option « Exécuter tout ». Dans ce dernier cas, c'est l'ensemble des instructions contenues dans le script qui s'exécutent de façon séquentielle. Je vous laisse découvrir ce que donne ce script une fois que vous l'avez écrit en entier et que vous l'avez lancé. Je pense que certains d'entre vous avaient déjà l'habitude d'utiliser des scripts dans R. Ce n'est cependant pas là le plus important dans la démarche engagée pour analyser vos données. Cela la facilite, limite les erreurs et autorise des traitements impliquant plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'instructions, ce qui n'est déjà pas si mal. Nous allons maintenant nous intéresser à la quatrième partie du traitement qui cherche à évaluer si nos données sont distribuées normalement grâce au test de Shapiro-Wilk. Le test de Shapiro-Wilk est lancé grâce à la commande shapiro.test avec, entre parenthèses, la variable représentant la distribution sur laquelle portera ce test. Ce test est un peu particulier dans le sens où il ne s'agit pas d'un cas où nous cherchons à rejeter l'hypothèse nulle, mais au contraire à obtenir l'assurance que nous sommes dans une situation pour laquelle elle ne pourrait vraiment pas être rejetée. Dans ce cas, l'hypothèse nulle posée est la distribution d'échantillons est issue d'une variable qui suit une loi normale dans la population d'origine. Le but de ce test, je le répète, est de ne pas rejeter H0. Il existe d'autres tests qui permettent de vérifier que la distribution des données est normale. On peut citer le test de Kolmogorov-Smirnov, celui de Lilliefors ou bien encore le test d'ajustement du Qui2. Le test de Shapiro-Wilk est reconnu pour être très performant, c'est pourquoi je l'ai choisi. Il faut savoir qu'en pratique, on cherche à limiter le risque de se tromper en attendant une p-value supérieure à 0,2, donc bien supérieure à 5%. Il s'agit là d'une règle empirique. Comme je vous l'ai déjà dit, il s'agit d'un test un peu particulier. Que voyons-nous lorsque nous faisons le test sur les données obtenues dans les conditions où le facteur f est appliqué? Eh bien que la p-value obtenue est voisine de 1%, c'est-à-dire qu'elle est bien plus petite que les 20% exigés pour ne pas rejeter l'hypothèse nulle. En conséquence, nous ne pouvons pas raisonnablement retenir l'hypothèse que la distribution des valeurs obtenues dans les conditions où le facteur f est appliqué est normale dans la population dont elles sont issues. Dès lors, nous ne pourrons pas effectuer de tests paramétriques, tel le test de Student, pour comparer les deux distributions. Qu'à cela ne tienne, nous allons donc regarder à l'aide d'un test non paramétrique, de Mann-Whitney ou de Wilcoxon, si nos deux distributions sont homogènes ou non. Alors notons bien l'hypothèse nulle que l'on pose dans ce cas. Vous le voyez, on ne pose pas d'hypothèse sur les moyennes, car il s'agit d'un test non paramétrique, c'est-à-dire n'utilisant aucun paramètre statistique, que ce soit des moyennes, des variances ou autres proportions. Le test de Mann-Whitney, tout comme le test de Wilcoxon dont il dérive, va permettre d'évaluer si les rangs des valeurs des mesures sont répartis de façon homogène dans les deux distributions, ce qui revient à évaluer si les valeurs des mesures se distribuent de façon homogène dans les deux distributions.
Sans trop entrer dans les détails, voici le résultat de l'application de ce test pour la comparaison des deux distributions d'échantillons mesure avec f et mesure sans f grâce à la fonction Wilcox.test. Nous voyons que la p-value obtenue est de 1,4 pour 1000. Nous sommes dans un cas où la p-value est très inférieure à 5%. Les deux distributions diffèrent donc de façon hautement significative. En conséquence, nous ne pouvons pas raisonnablement retenir l'hypothèse nulle H0 et l'hypothèse alternative H1 de non-homogénéité des deux distributions est donc dès lors acceptée. En conclusion, on peut énoncer que les mesures effectuées en présence du facteur f sont significativement supérieures à celles effectuées en absence du facteur f, et qu'il y a ainsi un bon argument pour dire que le facteur f a une influence sur la grandeur étudiée. Bien, ceci clôt l'analyse de nos données. J'ai laissé dans la description de la vidéo les valeurs du jeu de données qui a été utilisé dans cette vidéo. Il vous sera ainsi possible de les recopier dans un fichier texte que vous sauvegarderez en fichier de terminaison CSV. Il vous est par ailleurs loisible de regarder les autres vidéos mises à votre disposition sur ma chaîne Biostatistique. J'espère que cet atelier de traitement et d'analyse des données vous a été utile pour procéder à l'analyse de vos propres données. Si vous devez rendre un compte-rendu ou un mémoire pour l'analyse de vos données, n'oubliez pas d'expliquer pourquoi vous utilisez les tests que vous sollicitez et quelle est la nature et l'utilité des courbes que vous joindrez à toute fin utile pour illustrer votre analyse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour votre traitement de données et je vous dis à bientôt pour de nouveaux ateliers de data science.